Salut tout le monde, bienvenue sur EOS Geeks. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que le Best General, le gagnant du tournoi du Grand Clash numéro 4 qui a eu lieu récemment à Shawinigan, Québec, Canada. Lou Bergeron. Bonjour Lou, ça va bien? Oui, super bien. Toi? Bien, ça va super, merci. Puis avec nous, bien sûr, vous connaissez Yann, bien entendu, de toute sa splendeur. Lou, en fait, bon, pour ceux qui nous écoutent, peut-être, là, surtout les gens au niveau de l'Europe, là, te connaissent pas vraiment, mais au niveau du Québec, tu es un joueur assez établi au niveau compétitif. C'est pas ton premier Best General au Grand Clash. Tu devais remporter il y a 2 ans avec tes Cities of Sigmar. Ta liste, je Howard. cherche. Et voilà, voilà, donc Hello Heart. Tout d'abord, nous, on aimerait ça peut-être que tu te présentes un petit peu en tant que joueur. C'est quoi ton background pour que les auditeurs là, puissent mieux te cerner un petit peu. Ouais, ben dans le fond, moi, je suis arrivé dans le Wargaming très, très jeune. En 2008, j'ai commencé avec le Seigneur des Anneaux. Mhm. Pendant quelques années, j'ai joué, je faisais des scénarios avec mes amis. Puis après ça, j'ai migré vers 40K. Puis pendant au moins un bon 6 ans, j'ai joué à 40K avant de découvrir Fantasy. Puis Mhm. à partir de ce point-là, ben là, AOS a commencé peut-être un an ou deux après ça. Fait que là, toutes mes armées de fantasy se sont reconverties en West, dont Skaven, Wanderer. Et c'est ça, j'ai commencé à partir de la première version d'Age of Sigmar, qui n'avait pas encore de pointage, ni Oh, ouais. de tome de général. Et puis c'est ça. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, je suis venu habiter à Québec. Puis j'ai eu la chance de participer à des événements, des petits tournois locaux. Puis c'est là que le compétitif a commencé à m'intéresser. J'étais quand même déjà, avant de faire des événements, je regardais pour beaucoup les synergies dans les livres, puis ça m'intéressait pas mal. Puis c'est ça, avec les événements, ben là, ça m'a juste donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation pour peaufiner justement mon jeu. Puis jusqu'au Grand Clash, le premier Grand Clash qui a eu lieu avec mes Skaven, c'est ça, là, j'ai vu que ça pouvait aller de quelque part d'intéressant, là. Puis Oh, ouais. tu sais, c'était vraiment autre chose. Une expérience vraiment trippante. Cool. Fait que c'est ça. À partir de ce moment-là, ben, là, j'avais tellement d'idées pour faire des armées, des projets qui s'accumulaient. Puis c'est là qu'est née la motivation justement de gagner le Best Général à partir de ce moment-là. Puis l'année d'après, j'ai gagné mon premier Best Général avec les Cities of Sigmar. Ouais, exact. Malice Hallward, avec, je pense, 4 magiciens. C'était à l'époque des Caradrons qui dominaient, puis des Ossiarques. Mhm. Ouais, puis c'est ça. Je me suis rendu jusqu'à la fin Best Général, puis après ça, j'ai continué. Un autre clash, pas gagné, puis là, rendu à celui-là. Là, j'ai réussi à me démarquer vraiment beaucoup avec une liste assez solide. Que j'ai énormément testé. J'ai jamais autant joué de game en une année. OK. Même pas parce que le dernier clash qu'on a fait, c'était l'été passé. Ouais. Et ça fait à peine quelques mois, en fait, de gaming. Puis grâce au Bastion, qui nous donne un lieu pour jouer ici à Québec, qui est vraiment de toutes les boutiques que j'ai pu aller, c'est vraiment celle qui valorise le plus la communauté. Puis grâce à elle, ouais, on a eu des événements à chaque mois pour pratiquer. On a eu beaucoup, beaucoup de bons joueurs ici à Québec avec qui pratiquer. Ça a vraiment forgé mon jeu. Ça m'a aidé énormément. On a Xavier, Gabriel Sanson, Kevin, Alexis. J'ai vraiment des super adversaires qui m'ont vraiment formé jusqu'au clash de cette année. Puis justement, cette année, j'avais plusieurs décisions à prendre par rapport à ma liste parce que je le voulais vraiment. Je voulais le best overall. Oui, je voulais le best général, mais ce que je voulais, c'est le prix que je n'avais pas encore eu parce que le best général, je Ouais. l'ai déjà eu. Puis c'est ça, j'essayais de vraiment performer dans toutes les catégories. J'ai poussé ma peinture. Je trouvais que j'ai choisi plusieurs armées avec lesquelles la peinture, je pouvais aller loin, qui pouvaient performer bien au niveau compétitif, puis qui convenaient à mon style de jeu. Puis c'est ces armées-là que j'ai testé. J'ai commencé avec mes lunettes, bien entendu. Ça, c'est l'armée que j'avais pris au dernier clash. Mhm.
que j'étais arrivé en finale contre Xavier, puis que je m'étais fait détruire par un Endless Spell en un tour, Ah, ouais. Starfire Demon Rift. Donc les Luminettes, ça fait des petites beautés. Mais c'est ça. L'ancienne mousse Demon Rift, là, effectivement. Là. Ouais. À l'époque où les Est-ce qu'on Mortal jouait Wounds en se V2 à l'époque? réduisaient au nombre de sorciers qu'il y avait à proximité. Donc moi, j'avais une armée complète de sorciers. J'avais 2-3 Endless Spell en jeu. Lui, il est venu mettre ça au milieu de mon armée. Il a fiabilisé ça avec les dés du destin. Je ne pouvais pas l'unbind, il y avait un 12. Fait que c'est ça. Je comprends très, très bien. C'était une route assez différente l'année passée jusqu'en finale, mais c'est ça. Après cette défaite-là, ça m'a fait réfléchir. Puis là, je cherchais vraiment une liste équilibrée. Donc, pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est pour ça que j'ai testé les Luminettes, les Idonettes, les Cities et les Skaven. Donc, j'ai peint 3 armées. Wow. OK. C'était pas juste des 2000 points. J'ai peint plus que 2000 points parce que j'avais plusieurs listes que je testais. Puis je voulais être sûr d'avoir ce qu'il fallait. Puis j'ai vraiment pris ma décision la dernière semaine que je pouvais la prendre. Puis j'ai beaucoup hésité entre les Skaven et les Idonettes, étonnamment. Intéressant. Luminette, après plusieurs tests dans le Lore Master, par ailleurs, c'était vraiment des beaux événements où les joueurs étaient très compétitifs. Vraiment. Les Luminettes, je me suis rendu compte qu'ils ne passaient pas la plus grande menace qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire les Stormcast. Ouais. Peu importe si j'avais un jeu parfait ou que je passais tous mes sorts, c'est ça, ça jouait vraiment beaucoup trop sur la chance. Ouais. C'est pour ça, que après ça, j'ai amené les Idonettes. Une fois qu'ils ont sorti Bateau, je n'étais pas sûr s'ils allaient sortir la fac à temps. Il y avait toutes sortes qui rentraient en jeu, mais je voulais quand même les tester. Puis, c'est ça, ils venaient vraiment bien contrer la liste de dragons et de raptors. C'est ça qui faisait pencher la balance en faveur des Idonettes. Puis, après ça, la deuxième étape, c'était de voir si ça s'adaptait à mon style de jeu. Moi, ce qui m'a fait gagner mon premier best général avec les Cities, c'était justement que j'avais un château, j'avais une unité clé qui absorbait les dégâts et qui en renvoyait. J'avais en arrière du contrôle, un peu de dégâts, du tir. Donc, avec les Idonettes, je revenais chercher ça. Avec les Dolons, les Namartis et les Rivers. Sauf qu'en bonus, parce que sinon, j'aurais juste rejoué mes Cities. C'était une de mes options aussi, d'ailleurs, avec notre ami Crondis. C'est ça, mais avec les Idonettes, je venais fiabiliser plus de choses qu'avec les Cities. Les Cities, tu es capable d'aller chercher des bonus pour lancer des sorts, tu es capable de venir chercher des bonus pour les tweets. Mais avec les Idonettes, de un, tout se fait automatiquement. Tu as le plus 1 to wound de l'OTAN, tu as le plus 1 to hit de la tortue, tu as le plus 1 de sauvegarde d'armure de la tortue. Tu peux ramener des modèles, tu n'as pas besoin d'un de l'espèce Emerald Life Swarm avec ton Soul Render. C'est toutes ces choses-là combinées ensemble avec le coût en points qui est, selon moi, beaucoup. Ça ne coûte rien, en fait. Tout est très cheap pour quelque chose qui se fait automatiquement. Tu n'as pas de dés à lancer. Côté stratégique, tu peux toujours compter là-dessus. Fait c'était inévitable que j'allais choisir ça là, parce que je pouvais construire mon château avec 30 tralles en avant. J'avais mon sorcier en lait de long pour lancer mes sorts et faire du contrôle. Puis j'avais 60 tirs de river dans mes 3 packs de river pour gérer si j'ai une unité prise au corps à corps, s'il faut que j'aille faire un peu de projection de puissance sur une unité qu'il faut que je tue sur un objectif. La tortue, même chose avec ses tirs. Maintenant, super fiable à 24 pouces, c'est merveilleux. Le nombre de personnages pendant le tournoi que j'ai snipé avec la tortue, c'est incroyable. Puis justement, le bonus de sauvegarde, puis le bonus de tweet qui me sauverait beaucoup de CP. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là, c'est pas mal ce qui m'a fait gagner le tournoi, en fait. C'est de pouvoir me dire, je veux faire ça, je peux le faire, j'ai pas besoin de tirer de dés. Merveilleux. Super. Lou, juste avant que tu nous peut-être présentes ta liste un peu plus en détail, tu as
as donné plusieurs éléments là, sur comment tu t'es préparé au tournoi. En fait, tu as joué beaucoup de parties, tu as investigué différentes armées, tu avais un objectif clair en tête qui était le best overall. Fait que tu as misé aussi sur la peinture, etc. Je suis curieux de savoir, as-tu d'autres trucs, d'autres choses que tu as fait dans ta préparation que tu penses ont contribué à ta victoire ou d'autres conseils que tu donnerais là, à nos auditeurs qui vont se préparer pour un GT prochainement? Je dirais que ce qui est le plus important quand on se prépare, c'est vraiment de regarder notre style de jeu à nous, puis de le respecter. D'avoir un plan, en fait. Peu importe, de ne pas l'adapter à tes adversaires que tu vas avoir, mais vraiment de savoir où tu t'en vas déjà à base. Miser sur ses forces comme joueur, en quelque sorte. Là. Ouais. Tout à fait. C'est très, très pertinent, en fait. Puis d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu es arrivé quand tu voulais sélectionner une liste, puis parenthèse, le FAC Idonnet n'est pas sorti pour le tournoi. Non. Par contre, j'ai pris la décision, nous, l'organisation, en fait, on a pris la décision que les BT, Fire Slayers et Idonnet avaient été sortis depuis assez longtemps. On a fait une FAC maison pour les principaux éléments, je dirais, problématiques, pour permettre aux joueurs, justement, qui avaient ces armées-là, de pouvoir les jouer au Clash. Donc, on s'était parlé, on s'était écrit entre-temps, puis je t'avais confirmé que oui, les données allaient être acceptées, le nouveau BT allait être accepté. Mais je suis curieux de savoir, tu sais, je comprends très bien CT, je comprends tous tes choix d'armée, mais je suis intrigué à savoir, tu as hésité entre Skaven et Idonnet. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a amené cette réflexion-là? Dans Skaven, ce qui m'intéressait beaucoup, justement, c'était... Bon, il y avait un peu les unités chasseuses. C'est une faction de chasseurs. Ça, j'ai trouvé que ça rapportait énormément de points. Puis les Skaven, ils sont capables de fiabiliser beaucoup de choses. Étonnamment, c'est encore une très bonne faction. Là, même si c'est un vieux BT, là, ils s'en sortent très bien au niveau compétitif. Joué par des bons joueurs, là, c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de joueurs compétitifs qui y jouent. Là, c'est vraiment juste des joueurs de faction qui y jouent. Puis, après avoir fait des tests avec les Weapon Teams, puis des gros packs de Clanrat, j'ai trouvé que c'était une ressource incroyable. D'être capable de protéger ces petits trucs explosifs-là qui viennent nettoyer tout ce qui bouge en avant, là, ça te fiabilise justement ton dégât aussi. Puis les Skaven font énormément de mortels dans une méta où il y a beaucoup de grosses sauvegardes d'armure. C'est vrai. Fait ils ont tout le temps de ressources pour tout. Tu as des très bons sorts. Le Warp Gale, qui est un sort qui fait des games. Je l'ai testé souvent, puis tu cibles une grosse unité forte ennemie, tu divises sa charge puis sa course en deux. Maintenant, avec le redeploy, ce genre de sort-là, que j'ai justement dans ma liste Idonnet aussi, ben, ça change les plans de ton adversaire, mettons. Ouais. D'accord. Puis ça dénaille des battles tactiques. Autre chose que je surveillais beaucoup aussi, c'était qu'il y a tellement de 20-0 maintenant que le seul moyen de faire des écarts qui te permettent de gagner beaucoup de points dans des tournois, c'est justement d'empêcher les battles tactiques de l'autre. Puis d'avoir des ressources de contrôle comme ça, c'est super important. C'est ça que je surveillais dans mes listes. Donc, Skaven avait ça. J'avais la projection de tir avec les Jezia. J'avais des ressources pour gérer la horde avec le Flamethrower, qui est super efficace. Après ça, j'exploitais beaucoup le sort du Warlock, l'Arc Warlock. Ouais. Que maintenant, tu peux faire 3d3 mortels sur une cible. Tu peux cibler la même chose. C'était très, très bon pour supprimer des monstres. On voit beaucoup dans la méta. Tu prends un Kragnos, il n'existe plus. Tes Jezzel, il se concentre dessus. J'en jouais 12. Caché dans mes packs, j'avais un Elpit pour aller reprendre les objectifs, tasser ce qu'il y avait en avant. J'avais 80 Clanrat pour cacher mes Weapon Teams. C'était une liste qui fonctionnait très, très, très bien. Là. Puis qui savait prendre un punch. C'est ça. J'avais hésité avec ça. OK. Mais clairement, on voit que tes listes, justement, sont souvent construites autour d'un castle. Donc, on va mettre un écran et on va permettre aux unités qui buffent ou qui font du dommage d'être protégées puis d'être capables, justement, de faire leur travail.
Ben, je suis curieux d'entendre ta liste pour le clash, donc, et ton raison derrière ça. Tu as laissé quelques indices des trolls, des rivers, mais j'aimerais que tu nous parles avec là, vraiment en l'ensemble. Quelle était ta liste, puis comment tu la voyais, comment tu l'as construit cette liste-là? Ouais, ben, au début, j'avais acheté Zidonet, puis c'était encore l'ancien BT. Mhm. Puis je me préparais pour ça, donc c'était des requins et tout. Puis quand j'ai commencé à regarder le BT, je regardais beaucoup les requins, évidemment. Ouais, C'était le truc qui ressortait le plus c'est au vrai. départ. Puis les trals, on regarderait plus ça comme un écran pas cher qu'on sacrifie en avant avec les bateaux. Ouais. Tu commençais à regarder ça, les nouvelles règles des bateaux, il faut qu'ils soient roulés within 6, il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis en dedans de 3. C'est dur pour une armée qui est normalement super mobile. C'est sa réputation, une projection de fou. Puis là, tu voudrais la jouer vraiment en château, autour de tes bateaux. C'était pas le playstyle des Idonettes. Fait mais avec mes autres factions que je jouais, ben, j'étais habitué de faire un château. Fait que j'ai commencé avec le nouveau BT à m'intéresser aux trals. J'ai regardé parce que les trals, dans le fond, c'est l'unité qui fait le plus tout, le plus mieux. Beaucoup de dégâts, beaucoup plus de survivabilité maintenant. Mhm. C'est capable de fiabiliser leur tweet et leur wound super facilement. Il n'y a rien qu'ils ne font pas. Et je me suis dit, je vais construire quelque chose autour des trals. Puis ben, la faction qui m'est apparue, ben, il y en avait deux. Il y avait Domain qui te permet, si tu as l'initiative, de charger une deuxième fois après avoir tué une unité avec une unité de tral, ce qui te permettait vraiment de nettoyer des écrans puis d'aller chercher ce qu'il y en a. Ce qui est super bon. Sauf que si tu n'as pas l'initiative, tu gagnes des redéploys supplémentaires sur d'autres unités de tral quand tu actives une unité pour faire un redéploy. Sauf que tout ça dépend de ton jet d'initiative. Puis moi, je voulais quelque chose qui soit fiable, que je puisse toujours compter dessus. Ouais, très logique. Donc, déjà là, je trouvais que jouer autour de ça, c'était vraiment pas une bonne idée. Fait que je me suis dit, la deuxième option, ben, c'était Morphane. Puis Morphane, ça venait fiabiliser vraiment mes ressources côté des trals parce que ça ramène automatiquement 3 modèles avec l'habilité du Soul Render, qui est normalement plus 3 modèles. Lui, il ramène normalement D3, donc c'était 3 plus D3, ce qui permet vraiment au tral d'être immortel. Vraiment, on s'est Vraiment. affronté dans un lore master, justement, puis tu ramenais tout ce que Kragnos tuait, là, ou à peu près, si ma mémoire est bonne. Là. Donc, non, j'ai été vraiment impressionné par à quel point tu as de la récursion avec ce combo-là. Là. C'était vraiment bien vu. Puis, c'est vraiment une mécanique que tu peux abuser. Tu peux vraiment aller loin avec cette mécanique-là. Je me suis bien amusé dans mes tests. Tu peux aller faire prendre des objectifs à un moment où ton adversaire ne s'y attend pas. Exact. Parce que tu remets tes modèles à un pouce de ton unité qui est existante. Fait que ça donne un petit peu plus de mouvement pour aller chercher des objectifs ou moi, ce que je faisais souvent avec mon unité de tral, c'est que je les tire sur plusieurs objectifs. Fait que je laisse un choix à mon adversaire. Tu me rentres dedans, je vais avoir des pertes, mais je vais y retirer l'eau que je veux. Fait que mettons que tu mises pour aller chercher l'objectif du centre. Tu te dis, OK, je vais essayer de tasser les trals. Il y a genre 10 trals sur l'objectif, puis les autres sont toutes sur l'autre. Tu me charges, j'en ai qui meurent, ben, les autres, je les ramène en avance sur l'objectif, puis là, tu ne le prends pas, tu perds ta battle tactique. Fait que ma stratégie autour des trals, c'était surtout ça. Puis, j'ai choisi un pack de 30 trals dans ma liste parce que j'ai testé le 20. Puis, ça ne passait pas le DPS check contre des gros monstres comme Vordrai, des Makrachas, là, c'est ça. Ça passe au travers. Ouais. Fait que, puis je pense que c'est un bon choix que j'ai fait. Parce qu'il y a plusieurs games que ça s'est joué clutch là-dessus pendant le clash. Excellent. Ouais. Puis en arrière de ça, j'avais 3 unités de river. Dans le fond, les autres, leur rôle, c'était vraiment de nettoyer ce qui restait en contact au corps à corps avec mes trals. Ou les autres, ils ont vraiment un bon mouvement. Les trals, les rivers, ils bougent de 8 pouces. C'était vraiment pour aller menacer les objectifs. Puis avec l'habilité des rivers, du stand and shoot qui gagne un bonus de tweet, ben, aussitôt que mon adversaire veut envoyer une unité, mettons son objectif qui est un petit peu plus loin, mais les rivers sont là, ben, il n'a pas tendance à vouloir les charger, ou s'il me charge, ben, j'y fais très mal. Ouais.
Donc, pour garder des objectifs puis menacer sur les flancs, c'était parfait. Les riveurs, c'était tout dans ma liste, en fait, a joué un rôle clé dans chacune de mes games. Puis c'était vraiment ça que je voulais aller chercher. OK. Même la tortue qui maintenant coûte 500 points, puis que les gens ont tendance à trouver dur à rentabiliser. Moi, la tortue, elle me sauvait au moins 2-3 CP par tour. Elle permettait à mes trolls de survivre, à des gros messieurs qui me chargent avec beaucoup de rennes. Tour 1, moi, j'avais plus 3 de sauvegarde d'armure. J'étais en cover, j'avais ma tortue, puis je faisais mon all-out defense. Donc, le moins 3 de rennes ne passait pas. Ou le plus commun, moins 2. J'étais toujours à 4+, 5+, parce que je m'organisais pour toujours avoir un noir à 5+ sur mes bateaux. Fait que, tu sais, la tortue peut tirer à 24 pouces, elle va chercher les petits héros, comme j'ai dit tantôt. C'est un monstre pour les tactiques de bataille aussi. Très important. Je m'organisais toujours pour scorer mes points bonus avec la tortue ou les dolons. Donc, ouais, non, je ne l'ai même pas envoyé au corps à corps une fois. OK. De toutes mes Wow. games. Quand même. C'était vraiment une pièce de prise d'objectif et de défense. OK. Intéressant. Oui. Donc, 30 Thrall, 30 Reaver, la tortue. Quoi d'autre dans la liste? Les dolons, en général, très important. Trait de commandement, sort, artefact. Ouais. Son trait de commandement, c'était un Endless Sea Storm, ce qui lui permet d'avoir des sorts supplémentaires à caster pour aussi longtemps que je roule des 7 ou plus sur mes jets de dés. Donc, quand même relativement fiable, étant donné que les dolons, il y a 2 sorts de base. J'ai mis l'artefact Arcantum pour qu'il y ait 3 sorts qu'il puisse caster. Il peut relancer ses jets de sorts et Dispel et Unbind. Et avec ça, j'y ai même donné un sort de plus qui puisse connaître du lore d'Idonet. Fait que la plupart du temps, ce qui arrivait, c'est que je castais mes 8 sorts. Wow. Parce que, de 1, les dolons, il y a 2 sorts sur son profil qui sont super bons. Ouais. Il y a un sort qui permet de réduire la sauvegarde d'armure de D3, de 1 sur D3 cibles. Je peux cibler la même cible à 12 pouces. Après ça, j'avais l'autre sort sur son profil qui me permet de guérir une unité de D3 ou d'infliger D3 mortels sur une unité à 12 pouces. Donc, remonter ma tortue quand elle est trop basse ou remonter les dolons complètement parce que les dolons, il y a une autre habilité sur son profil qui lui permet de guérir D3 wounds une fois qu'il a lancé un sort dans la phase de héros. Donc, les dolons, quand ils se prenaient des baffes, ben, ils remontaient assez vite. Ou mes petits héros, sauver mon Soul Render qui est assez clé dans ma liste, qui ramène les trams. Ensuite de ça, j'avais un sort pour le téléporter. J'avais un sort pour diminuer la charge et la course de moitié, qui a été très, très important dans beaucoup de mes games aussi. J'étais vraiment content parce que c'est un changement de dernière minute que j'ai fait dans ma liste. Parce qu'au début, j'avais un drop. J'ai choisi vraiment des sorts supplémentaires. J'ai mis toutes mes tralls et mes rivers en hunters. Après mes tests, je me suis rendu compte que de venir chercher mon load defense ou oui, vraiment. très important. Puis ma liste, c'était pas grave de commencer ou de laisser l'autre aller en premier, c'est aucune importance. Parenthèse, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir une baisse de plus en plus marquée des bateaux de régiment, puis qu'on va, on va avoir davantage des petits bataillons pour aller prendre ces buffs clés sur des unités. Tu sais, tu l'as mentionné, avoir à l'art defense sur ton pack de 30 tralls, ça peut être clé, là. Ouais. Oui, ça fait des différences. Puis, tu sais, de ne pas perdre ces D3 tralls-là que tu pourrais perdre en te faisant stomp par un monstre. C'est des 3 tralls que tu reprends plus tard. Mais je te dirais que les idonettes, ça pardonne plus ce choix-là, étant donné qu'ils ont beaucoup de ressources pour empêcher les dégâts au premier tour, étant donné que j'ai la Tide qui me protège contre le tir au premier tour. Il y avait ça aussi dans ma décision. Clairement. Donc, tu avais ça, tu avais également l'OTAN et le Soul Render. L'OTAN, le Soul Render, l'OTAN pour. On vraiment intéressant, là, au niveau de ta construction d'armée. Je pense que c'est vraiment solide béton. On voit vraiment que chaque pièce a son rôle, a son utilité. Puis ça, c'est le genre d'armée que j'aime beaucoup. Maintenant, j'aimerais que tu
que tu nous dises comment tu as navigué, sans jeu de mots plate, au travers de tes 5 parties, tes 5 adversaires. En commençant par ta ronde 1, le scénario était Tectonic Interference. Donc, quand tu as négocié avec ta première partie? Dans le fond, mon premier adversaire, c'était Joseph, je ne me souviens plus son nom de famille, mais c'est Pagano, je pense. Pagano. Mm. C'est un joueur de Américain. New York. Ouais, New York. Puis, dans le fond, lui, il a amené ses Iron Jaw avec la liste assez classique qu'on voit beaucoup avec les 2 Macrochas, les 12 cochons, Washington, puis le Shaman. Donc, avec Tectonic Interference, avec les 3 objectifs, dans le fond, il m'a laissé le premier tour, ce qui m'a permis de m'avancer sur les 3 objectifs. Il s'était déployé assez défensivement derrière sa ligne de cochon, avec ses 2 Macrochas le plus loin possible derrière. Puis moi, dans le fond, c'est ça, j'avais déployé assez agressivement mes bateaux, mes Gloomtide, pour avoir ma ward à 5+, notamment sur l'objectif central. Puis c'est à partir de là que, c'est ça, dans le fond, j'ai avancé tout mon écran de tral, parce que, dans le fond, mes trals, comment je fonctionnais, je faisais un cordon qui couvrait toute mon armée, ou la partie que je jugeais nécessaire pour recevoir les charges du premier tour, pour être sûr que mes rivals soient libres de faire ce qu'ils veulent dans mon tour 2. Fait que, dans le fond, j'ai avancé mon écran, j'ai étiré mon écran sur 2 objectifs. Donc, l'objectif central, qui était l'objectif primaire, et l'objectif qui était à ma droite. Puis, je suis venu taguer l'objectif à gauche avec un petit rival. Fait que j'avais vraiment un écran qui rentrait à peu près dans ma bulle de mon bateau, parce que mon bateau, j'avais 10 en 2. Donc, pour avoir ma ward. Donc, j'attendais qu'il bouge dans son tour justement pour faire un redéploy, puis me positionner en fonction de ça, pour avoir ma ward ou pour couvrir des objectifs. Puis, c'est ça. Dans le fond, là, après ça, j'ai tué, mais je n'ai pas fait grand-chose. Lui, il est revenu vers moi à son premier tour. Puis, dans le fond, c'est l'erreur qui a coûté la game. À son tour, il était bloqué derrière ses cochons. Il a décidé d'avancer ses petits cochons en avant. Et ses Macrochas, dans le fond, il était bloqué derrière, donc il ne pouvait pas me charger. Alors, il me chargeait uniquement avec 2 unités de cochons dans mes trals. Puis, il a tagué les 2 autres objectifs. Donc, moi, je contrôlais toujours l'objectif primaire. Puis, lui, avec un Macrochat de chaque côté, il contrôlait les 2 autres objectifs. Donc, j'ai nettoyé ses cochons. Après ça, c'était à la fin de son tour. Il avait réussi sa bataille tactique, évidemment, mais je suis scoré 2 points. Après ça, dans le fond, j'ai eu une initiative. Et dans le fond, j'ai vraiment resserré la game. J'ai essayé de venir chercher un de ces Macrochats qui était en train de contester un objectif. J'ai nettoyé un autre pack de cochons. J'ai positionné mes rivals pour contester les objectifs, pour qu'ils soient vraiment dedans. Puis, c'est ça, j'ai passé mes sorts de contrôle, j'ai lancé ça sur un pack de cochons pour pas qu'il me charge pendant son tour. Puis, à son tour, après, son tour 2, il m'est rentré dedans. Il y a eu une grosse charge avec un de ses Macrochats que j'avais vraiment bloqué avec une ligne de rival pour pas qu'il puisse charger le reste de mon armée. Puis, il y a une grosse charge, il est passé par-dessus ma ligne, il a tagué 2 unités de rival. Il est rentré, il a vraiment investi tout ce qui restait de son armée, parce qu'il avait vu que ça n'avait pas passé au premier tour. Je pense qu'il manquait de connaissances aussi sur l'armée idonette. J'ai quand même fait, à chacun de mes adversaires, je faisais toujours un topo de toute mon armée, toutes mes règles, chaque début de game, pour être sûr que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de malentendu. Puis, c'est ça, dans le fond, dans mon unité de tral, il a envoyé un Macrochat puis une unité de cochon. Puis il a décidé d'activer son Macrochat qui était dans mes 2 unités de rival en pensant faire le smash and bash. Sauf que il a splitté ses attaques. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On ne tue rien. On ne tue rien, on ne tue pas d'unité. Surtout quand il y a un ward à 5. Donc, voilà. C'est ça. Il n'a pas tué aucune de mes 2 unités de rival. Alors, j'ai pu activer mes trals, nettoyer le Macrochat, qui au tour précédent, j'avais mis -3 d'armure dessus. Ouh. Donc, même avec un All-Out Defense, c'est ça. Ah. Il a disparu. L'unité de cochon aussi. Les trals, en passant, ça fait 2 dégâts aux cibles
qui ont 3 points de vie et plus. Donc, moi, contre les armées comme celle-là, où c'est que les modèles ont 5 points de vie, 2 points de vie monstres, entre autres, c'est parfait pour mes trals. Donc, c'est très dangereux. C'est un écran qui est piquant, mettons. Ouais. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai gagné la game parce qu'il n'y avait plus rien sur la table. Pas assez de ressources, c'est fini. Non, c'est ça. OK, excellent. Un très bon premier départ. Ouais. La deuxième ronde maintenant. Oui, excuse-moi, Yann, vas-y. Une partie qui s'est beaucoup jouée au déploiement, j'ai l'impression. Sa décision de jouer très conservateur comme Iron Jaw, alors que toi, une fois que tu es sur les objectifs, tu es difficile à tasser. D'y aller aussi en 2 vagues plutôt qu'une, ça lui a clairement coûté la partie. Là. Ouais. C'est ça qu'on a discuté après la partie ensemble, qu'il n'ait pas investi plus. Dans une unité aussi forte et résistante, parce que avec tous les buffs que j'ai expliqués, c'était soit il mettait tout ou il mettait rien. Parce qu'il ne pouvait pas jouer agressif sinon après dans le restant de la partie. Je suis d'accord. C'est ça. OK. Donc, fort d'une bonne victoire, ta deuxième partie? Oui, dans le fond, ça finit en 20-0. Ouais. Pour la deuxième partie, dans le fond, je me suis pris contre Lionel Maranda. C'est un autre Américain, je crois bien. Donc, 2 games de suite contre des Anglais. Ça n'arrive pas souvent qu'on pratique ça à l'oral. C'est vrai. C'était une belle expérience. Puis les deux étaient super gentils aussi. Ils m'ont bien... ils ont été patients, mettons. C'est ça, dans le fond, lui, il jouait la fameuse liste de Beast of Nurgle avec Be'lakor. Une liste qui me faisait un peu peur. Nurgle, c'était un match-up que j'étais incertain parce que je ne l'ai pas beaucoup testé. J'ai eu un match. Puis c'était contre Gabriel Sanson, puis il jouait beaucoup de mortels. Pas de mouches, c'était vraiment une armée mortelle avec le Glotkin et tout. Donc, les 12 Beasts avec Be'lakor, je trouvais ça un peu effrayant parce que Be'lakor, avec son habilité, qui peut me geler mon unité de Thrall. Moi, tout tourne autour de cet Thrall-là. S'il décide de me geler, moi, c'est fini. Donc, sur le scénario survival, heure de vitesse, c'est ça? Oui. Il y a 3 objectifs en diagonale. Puis moi, tu sais, j'avais peur qu'il, tout de suite, en début de game, me bloque mon écran de Thrall, parce que j'utilise toujours un écran, donc je bloque tout le reste de mon armée. Puis qu'il m'empêche de m'avancer sur l'objectif. Fait que ce que j'ai fait à mon déploiement, en pensant à ça, j'ai essayé le plus possible de tasser les Thralls. Je ne les ai même pas utilisés en écran. De toute façon, il n'y a pas assez de projection pour venir chercher mes rivals. Et je me suis dit, je vais laisser du chemin pour mes rivals pour aller chercher des objectifs si jamais ils paralysent mes Thralls. Puis je vais jouer plus défensif. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a laissé le premier tour. Il s'est déployé très agressivement. Toutes les Beasts of Nurgle sur le bord de la ligne de déploiement. Moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai réussi à passer tous mes sorts au premier tour, ce qui est très bon. La plupart du temps, je dirais que 2 tours sur 3, je réussis à passer mes 8 sorts avec les dents. Même avec les unbind de l'adversaire. Donc, très, très fier. J'avais souvent des double 1 sur mes jets, je les rerollais, je pognais un 11. Souvent, ce que je faisais, c'est que je passais mon sort sur un 6, mais pour être sûr et certain de pouvoir continuer à lancer des sorts, je relançais pour avoir un plus gros jet. Puis, ce que je faisais aussi quand je lançais mes sorts, je commençais toujours par les sorts qui m'intéressaient le moins. Donc là, je le faisais réfléchir. Puis là, au milieu de ça, je lançais un sort que là, c'était important. Après ça, je continuais. Puis là, quand il n'y avait plus d'unbind, ben là, je lançais les sorts qui étaient importants. Donc, c'est ça. J'ai passé tous mes sorts. Il n'a pas immobilisé mon unité de Thrall, ce qui est l'erreur qui a coûté la game. S'il avait fait ça tour 1, qu'il avait pris le tour, non, c'est vrai, c'est moi qui avais la décision de l'initiative. Et s'il m'avait fait ça tour 1, puis à son tour 1, après ça, qu'il m'avait chargé avec toutes ses beasts, il aurait pu m'immobiliser dans ma zone de déploiement puis scorer le reste de la game. Donc, c'est ça. Là, j'étais content. J'avais mes 2 bateaux agressifs sur les objectifs. Donc, je suis venu taguer 2 objectifs avec mon unité de Thrall. J'offrais encore la même décision que j'offre dans toutes mes games. Je contrôle 2 objectifs. Choisis lequel tu veux venir conquérir, puis moi, je vais faire réapparaître mes Thralls sur les objectifs que je veux garder.
Mhm. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis, dans le fond, les Beast of Nurgle font pas assez de dégâts au Thrall qui se régénère pour. C'est ça. Il n'a jamais pu récupérer de ce move-là, de début de game. Intéressant. Cool. Maintenant, donc, deuxième victoire retentissante. Troisième partie, la dernière de la première journée. Conte-nous ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième Nurgle. Oh, super. Yeah! Ben, je m'attendais à ça parce que dans le tournoi, il y avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Je pense qu'il y en avait 9. Non, même plus que ça, il y en avait au moins 14. 13 ou 14, hein, c'est ça. Très, très, très populaire. C'est une armée qui est très, très compétitive en ce moment, je trouve, qui score bien les objectifs, qui est vraiment merveilleuse. Beaucoup de réponses à beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de contrôle. Étonnant, la roue, là, je ne l'ai pas mentionné dans cette game-là, mais il y avait un des plans que mon adversaire a essayé de mettre en marche. Il était chanceux. La roue au tour 1 était sur on ne peut pas utiliser de CP pour faire le Inspiring Presence. Et il essayait de me rentrer dedans avec le plus possible de beast pour me diminuer mes tralles, pour me faire un test. Sauf que je me suis rendu compte que c'était juste les héros qui étaient affectés par la roue. Donc, ça a un peu cassé son place. Ça. Puis ça s'est répété dans les 2 autres games de Nurgle. OK. Ah, 2 autres. Ah, c'est vrai, ben oui, 2 autres, ben oui. C'est vrai. 4e game aussi. Mais maintenant, je les connais très bien, Nurgle. Pas de doute. Fait que le 3e match contre Vincent Hudon. Lui, il jouait Nurgle aussi, sauf que liste très originale, que j'aime bien, avec le Glotkin. OK. Blob, qui est mon personnage préféré du Battletome, que je trouve vraiment que les gens ne jouent pas assez dans les listes. Moi, c'était un auto-include dans les miennes que je faisais. OK. Il jouait 10 Black King, Slowpathy, puis 2 packs de 10 Plague Bearers. Okay. C'est tanky quand même. Les 10 Black King, c'est beaucoup de wounds. Oui. Buffé avec le sort du Glotkin, c'est tough à tasser. C'était sur Feral Forêt. Donc, il y avait les 3 objectifs dans nos 2 zones de déploiement, puis on pouvait l'en brûler à partir du 2e tour en dedans d'1 pouce, si on le contrôle. Puis dans le fond, ce qu'il a fait, je ne me souviens plus exactement de l'ordre des tours, mais ce qui s'est passé en gros au tour 1, c'est que moi, je me suis avancé. Puis j'ai créé une ligne défensive. Puis j'ai été chanceux avec le décor qu'on avait. J'ai été capable de créer vraiment un château avec mes bateaux. C'est vraiment une game où j'ai exploité le terrain des Idonnettes parce que j'avais un de mes objectifs qui était serré entre 2 tours. On s'était dit que toutes les pièces de terrain étaient impassables pour toutes les unités qui volent. Donc, entre ces 2 tours-là, je suis venu mettre un bateau en laissant un espace de 3 pouces de chaque bord. Donc, tous ces monstres ne pouvaient pas passer pour venir sur mon objectif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé une unité de river pour contester l'objectif s'il m'envoie ses Plague Bearers. Puis, c'était du côté où son armée était... il y avait uniquement 10 Plague Bearers de ce côté-là de la table, de son bord de table. Donc, mon objectif était de laisser ces rivers-là, d'avancer tranquillement, puis de voir, tout dépendamment s'il vient menacer mon objectif, d'aller chercher le sien. Donc, c'est ça. Là, au premier tour, moi, j'ai fait un écran. Lui, ça avançait un peu. J'ai réussi à passer mon sort sur le Glotkin pour diviser ses charges et ses courses de moitié. Donc, son command ability, il ne pouvait pas le faire. Il ne voulait pas charger avec ses unités dans mes tralles sans ça. Il ne pouvait pas faire assez de dégâts pour les passer. Puis moi, ben, ça, je faisais très mal. Puis au tour 2, j'ai eu l'initiative. Et ça m'a permis de vraiment projeter mon écran de trall par en avant. Je suis venu chercher son unité de Black King. Je suis venu chercher 2 de ses unités en fait, c'est 2 unités de Plague Bearer. J'ai snipé le Slowpathy avec la tortue. Nice. C'est ça, j'ai diminué la sauvegarde d'armure des Black King. Ma tactique de bataille, c'était de tuer un petit peu greedy. Il me semble que c'est ça que j'ai choisi, de tuer les 10 Black King. Quand même.
Pourquoi pas? Cocky, mais j'aime ça. J'avais déjà retiré 2 modèles avec mon tir du tour précédent. Puis c'est ça, dans le fond, avec la charge d'étrale que j'ai réussi à faire, je suis venu nettoyer ce qui restait. Nice. J'ai nettoyé la moitié d'un pack de plaque d'erreur parce que je voulais garder mon écran pour pas qu'il vienne chercher mes objectifs. Donc, j'ai vraiment étiré le plus possible mes trales en gardant ma cohésion. Puis, c'est ça. Dans le fond, j'avais une partie de mon pack qui attaquait les Black Kings. Je pense que j'en avais 15. Puis, le reste s'étirait vers la droite pour empêcher le Blood King de passer. Puis, d'essayer de tuer l'écran de plaque d'erreur. Okay. Ce que je joue quand même fort dans son tour à lui, dans son tour 2, parce que j'avais encore le sort sur son Glotkin. J'ai réussi à le relancer. Et dans le fond, il me suffisait, il a retraité ses plaques d'erreur qui étaient en combat avec mes trales. Ça, c'était une erreur. Puis après ça, après ce mouvement-là, il avait déjà bougé son Glotkin pour le faire charger. Moi, je me suis redéployé. J'ai eu un 4, je pense. C'était suffisant pour me mettre en dehors du 6 qui l'empêche de me charger. Donc, c'est ça. Ça m'a permis de neutraliser le Glotkin un tour de plus, puis d'essayer de gérer autre chose. Puis, pendant ce temps-là, j'avais ramené des trales pour essayer de l'étirer de son bord de table pour voler un de ses objectifs. Donc, juste en ramenant des trales qui étaient morts, des pertes qu'il me faisait, j'ai réussi à me projeter sur son objectif de son bord de table. Donc là, il n'y avait pas le choix de retourner avec ses modèles, me charger pour défendre son objectif dans sa zone. Puis c'est là que ça s'est joué le reste de la game, dans le fond. Le Glotkin, je l'ai chargé avec mes trales par après. Il est mort. Il n'a vraiment pas eu des bons gels parce que je ne pense pas qu'il aurait passé aussi vite. Mais tu sais, j'ai fait mes 60 tirs de river dedans. J'ai fait, après ça, j'ai chargé, je pense que j'avais 7 trales qui l'ont attaqué, puis il est tombé, mais il n'était vraiment pas chanceux. C'est ce que je retiens de tes 3 premières parties, c'est vraiment que tu as une excellente capacité à capitaliser sur les erreurs de tes adversaires. Tu sais, on dirait que vraiment, ça s'est joué parce que les gens font des erreurs. Hein. C'est un jeu d'erreurs, c'est tellement complexe, il y a tellement de décisions à prendre, mais tu sembles avoir une bonne capacité à tendre des pièges puis à capitaliser là-dessus par la suite. Là. Puis je vais rajouter un petit peu là-dessus, Yann. Tu sais, Lou, tu le mentionnais en début d'émission que justement, tu sais, jouer ton armée, jouer ton style. Là, ce que je vois des 3 premières parties, c'est que tu as vraiment dicté à tes adversaires ton jeu, ton terrain, ta façon de faire, et tu les as forcés à jouer dans tes cordes, le piège que Yann parlait. Et ça, je pense que c'est primordial, effectivement, là, pour avoir du succès. Ah oui. Donc, après une première journée, 3 victoires retentissantes et surprise, surprise, 4e partie, tu joues contre quoi? Un autre joueur, Maggotkin of Nurgle, 3 en 3, mais 3 listes vraiment différentes les unes des autres. Ouais, ça c'était ma liste cauchemar. J'ai stressé toute la nuit là-dessus. Là. C'était incroyable. J'ai fait 1 million de scénarios dans ma tête. Je révisais justement le scénario qu'on jouait tout à venir. Là, je regardais cette liste-là. Je l'avais vu jouer en ligne sur Season of War. Puis ça me donnait des cauchemars. Tu as joué contre Mitch, ça veut dire? Oui, exact. Mitch, okay. La liste de 14 mouches qui m'a détruit au tour 2, au 2e game. Ouais. Ouais, assez intense. C'est beaucoup de pression tout de suite au premier tour sur toi. C'est beaucoup de wounds avec un ward. C'est une bonne mobilité. Ouais, c'est dur à gérer. Le contrôle des CP aussi avec le général qui t'empêche d'utiliser des CP. C'est une liste assez solide. Puis le joueur qui joue est très solide aussi. Ouais. Bien organisé, puis il sait ce qu'il fait. C'est ça. Je me sentais un peu intimidé. Mais d'ailleurs, c'est le seul game où j'ai pas fait un 20-0, j'ai fait un 18-2 sur celle-là. J'ai fait beaucoup d'erreurs. C'était pas mal une des seules games où les erreurs s'accumulaient, puis là, je n'étais pas fier de moi. Là. Puis le stress, ça joue pour beaucoup. Donc, c'est ça, dans le fond, on a commencé déploiement. Lui, il a commencé tout de suite agressif, toutes ses mouches sur le bord, toute son armée le plus proche de la mienne, avec un paquet de mouches pour garder son objectif dans sa zone de déploiement, parce que j'y avais dit que j'avais une téléportation avec mon édolon. Très important en passant cet édolon-là, il me fait des points, c'est fou avec la téléportation, puis être capable de le transformer en monstre. Ouais.
ça va chercher beaucoup de points, surtout dans les batailles tactiques. Mais c'est ça. Dans le fond, il a pris le premier tour. Moi, je m'étais vraiment déployé de façon extrêmement défensive, le plus près possible de ma zone de déploiement, parce que, dans le fond, dans ce scénario-là, c'est très difficile de couvrir 2 objectifs. En fait, c'est impossible, étant donné qu'il y a un seul objectif qui est dans ta zone de déploiement. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de contester le plus tôt possible les 2 objectifs qui sont dehors. Donc, lui, avec juste son pre-game move, il était capable d'aller les chercher. Donc, après ça, il prenait la décision s'il prenait le premier tour ou pas, donc qui a pris. Puis moi, dans le fond, j'avais vraiment mon écran de Thrall qui était prêt. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'aller chercher ce qu'il y avait derrière. Et mon écran était complètement, entièrement sous la protection de mon bateau. Donc, je misais vraiment sur la défense. Je me suis dit, je n'ai pas le choix d'encaisser. J'étais pas mal sûr que son plan, c'était de me charger tour 1, puis de m'envoyer le maximum. Donc, c'est effectivement ce qui s'est produit. J'avais peur de son général avec l'artefact qui t'empêche d'utiliser et de recevoir des commandes ability. Si tu es Wooly Within 7, tu ne peux pas recevoir ni donner. Et si tu es juste Within 7, tu ne peux pas donner. Donc, ce que j'ai fait pour contrer ça, c'est que j'ai tiré ma ligne le plus possible pour que ce soit impossible pour lui de placer son général pour que mon unité soit Wooly Within 7. C'est extrêmement important pour moi de passer le Battle Shock. Puis, c'est ça. Donc là, il m'a chargé tour 1. Avec, je pense qu'il y avait seulement 4 mouches qui n'étaient pas engagées. Puis, c'est ça. Il m'a attaqué. Il y avait une grosse unité de 4 mouches. Il a activé celle en premier. J'ai eu des pertes. J'ai eu des pertes à la charge. Surprenamment peu. Je pense que j'ai perdu 5 gars à la charge. Wow. Après ça, avec l'attaque de son pack de 4, je pense que j'ai perdu 5 autres. Wow. J'avais une 4+, 5+. Ouais. C'était quand même... Puis les mouches, ils ont beaucoup d'attaques, mais ça reste du 3+, 3+, Ren 1. Fait que, il m'a fait c'est 12 attaques par mouche, je crois. 6 attaques de mouche, pas de Ren, puis 6 attaques avec du Ren. Donc, c'est ça. J'ai survécu au pack de 4, j'ai répliqué, j'ai tué 3 mouches, j'ai affaibli les autres et j'ai survécu au reste. Il me restait environ 10 trals après ce premier tour-là que j'ai réussi à immuniser au Battle Shock. Puis ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que la roue de Nurgle, encore, était sur... je ne pouvais pas utiliser Inspiring Presence avec mes héros. Donc, ça me rajoutait une autre complication qui m'a quand même sauvé parce que j'ai été capable, j'ai tué mon chef d'unité parce que je n'ai pas eu le choix. C'était pour garder ma cohésion puis me retirer des unités qui n'avaient pas encore attaqué pour réduire les dégâts que mes tralls prenaient. J'ai utilisé le nouveau keyword que la tortue a maintenant, qui est le keyword de totem. Donc, étant donné que la roue n'affecte pas ce qui n'est pas des héros, en fait, j'ai été capable d'immuniser mes tralls. Après avoir survécu à ce premier tour-là, c'était primordial, la game se décidait là, en fait. Puis, c'est ça, j'ai ramené 3 plus D3 tralls. J'ai répliqué à mon tour, j'ai passé tous mes sorts avec mon Eidolon. Il n'y avait pas de dispel. Il n'y avait pas entièrement couvert un de ses objectifs. J'étais allé le voler avec mon Eidolon. J'ai réduit la sauvegarde d'armure de 3, encore sur les mouches. Le gros pack de 4 que j'ai laissé engager au corps à corps avec ce qui me restait de tralls, parce que mon plan s'est dépassé à mon tour. J'ai nettoyé ce qu'il y avait d'autre au tir avec mes rivers, la tortue, que j'ai pas chargé non plus. Wow. Puis, c'est ça, j'ai tout nettoyé. Puis, dans le fond, lui, ce qui restait, c'était ses packs de mouches qui couvraient ses objectifs dans sa zone. Puis, un Lord of Affliction. C'est ça. Dans le fond, à partir de ce moment-là... essentiellement couper la moitié de son armée. Ouais. Parce que les tralls, là, à 15 là, sur un pack de mouches... qui ont moins 3 de sauvegarde. Ouais, c'est moins 3 de sauvegarde, c'est l'élément clé. Là. Ouais. Le 2 dommages des tralls fait une différence aussi. Oui, aussi. Ouais. C'est pas parce qu'il n'était pas chanceux non plus sur sauvegarde d'armure ou il ne pouvait pas vraiment être chanceux là, sur moins 3, là, mais... mais ça, c'est Ward, par exemple. Les Ward, il était très bonne aussi. Là. Donc, okay. Excellent. Cool.
Fait que Et la là, game s'est donc, jouée là. Puis, dans le fond, j'ai fait un 18-2 parce qu'il a vraiment été malin, il a été capable d'aller gratter des batailles tactiques. Et moi, dans le fond, c'était quand même, les objectifs étaient très éloignés les uns des autres. Donc, c'était plus difficile après ça pour moi d'aller chercher parce que j'avais passé mon tour 2 que je pouvais courir, charger. Ouais. Excellent. Donc, une victoire 18-2. Donc, tu étais en première place, je pense, après la Game 4. Fait que tu t'es retrouvé sur la table 1 pour la finale. Ça se jouait là. Ouais, ça m'a fait bien rire parce que c'est là que je suis allé retrouver Kevin avec sa magnifique armée oui, de un drôle de match-up Ben oui. Ça avait l'air tout arrangé. Un drôle de ça, là. match-up de ronde 5, table 1, là, ouais. Ouais. Mais j'étais content. Puis, ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué contre non plus. Puis, sa liste était très intéressante. Puis, qu'à ce soit rendu là, moi, j'étais vraiment content. Là. C'est la liste de Korn, hein, c'est ça, avec Skarbrand, 2 Bloodthirster. C'est la liste aussi dont Vincent avait parlé sur la chaîne il y a quelques temps aussi, là, qui est quand même très, très agressive, mais très vulnérable au tir. Donc, j'imagine que c'est là où tu t'en es bien sorti. Mais, tu sais, j'ai pas un tir qui a une grande portée. Mm-hmm. Tu sais, il a fallu 2 tours pour que là, ça se passe au tir. OK. Donc, c'est ça, là, on s'est installé sur Savage Game. Mm-hmm. Et, il m'a donné le tour 1. Je me suis avancé un peu avec mes unités, j'ai créé un écran. Puis là, j'ai réussi à passer le sort qui m'a probablement fait plus ou moins gagner la game, mais qui me donnait beaucoup plus de chance. C'est le sort qui divise la course et charge de moitié sur son boom thruster, qui est la source de dégâts de son armée. Et c'est ça, dans le fond, j'ai été capable de créer un écran de trall pour couvrir les objectifs. Puis lui, ben, il n'a pas été capable de charger ou même de pile-in de 6, étant donné qu'il me suffisait un redeploy de 3 pour me mettre en dehors, ce que j'ai eu. Donc, c'est ça s'est joué là-dessus. Puis sur la priorité du tour 2. Okay. Parce qu'il avait vraiment couru toute son armée vers mon unité de trall. Et c'est ça, il misait fort là-dessus. Puis là, il a calé un 6 sur mon jet de priorité. Puis il l'a eu. Ah, voilà. Ah oui, ça, non, Korn, c'est une armée qui peut être très, très violente, mais vulnérable à ce genre de situation-là. Là. Voilà. Tu disais que tu n'aimais pas ça, laisser des choses au hasard. Malheureusement, cette armée-là de Korn, autant elle peut faire du dommage puis tout nettoyer, autant sur un jet de dés, des fois, elle peut s'écrouler au complet. Là. Exact. Mais c'est déjà toute une performance à part de Kevin de s'être rendu sur la top table avec Korn quand même, là, mais clairement, c'est un match-up pour toi, Lou, qui était. Mais tu as fait quand même ton chemin de croix, tu as fait 3 Nurgle un à la suite de l'autre. Tu méritais peut-être une armée, un meilleur match-up pour toi là, pour une 5e ronde. Donc, ben, tout un parcours, en fait. Tu as fait, dans le fond, 98 points sur une possibilité de 100. Je pense que c'est le plus haut score dans l'histoire du Grand Clash en frais de proportion de parties. Avant, c'est 6 parties, mais jamais 98% des points récoltés possibles. C'est absolument incroyable. Puis je pense de la façon dont tu expliques ton armée, c'est logique, tout fait du sens. On voit que tu es un fin tacticien. Nous, on le savait déjà parce qu'on le connaît, mais je pense que pour la communauté qui t'écoute, je pense que c'est tout un statement. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs idonnettes qui gagneraient beaucoup à écouter cette vidéo-là pour pouvoir peaufiner leur tactique puis leur partie. C'est vraiment cool. Mais là, c'est quoi la suite des choses? As-tu un nouveau projet pour l'an prochain ou comment ça s'enligne? Vendre toutes mes armées. Puis acheter une maison. Ouais, un jour. Là, je jouerai pas aux figurines, je vais être capable. Oui, c'est ça. Plastic crack. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai décidé de me débarrasser de toutes mes armées méta. Luminette, Idonette, Stormcast, avec la liste Dragon, parce que je l'avais. Dans le fond, j'avais préparé cette armée-là aussi, je l'avais jouée. Mais c'est ça, c'était pas un playstyle qui m'intéressait. Je le trouvais trop simple. Pas de nuances. Je trouvais pas le fun pour mon adversaire. Je trouvais que c'était vraiment exploité quelque chose qui n'est pas balancé dans le jeu en ce moment. Je suis d'accord. C'est pour ça que je me suis pas tourné vers ça. Je les ai vendus. J'ai juste gardé Crondis. Lui, il mérite de rester.
Ouais. Il est vraiment beau. C'est un de mes Ouais. modèles préférés. Puis les dragons, ça faisait longtemps que je les attendais, moi aussi, comme Xavier. Donc, Ouais. c'est ça. Fait qu'il mérite sa place dans mes cities. Fait que c'est ça. Dans le fond, mes prochaines armées que je suis en train de regarder. Après Clash, j'ai un peu eu la preuve que les armées qui n'étaient pas méta, surtout après mes games que j'ai eu avec les Idonettes, je me suis rendu compte que j'aurais pu performer très bien, sinon aussi bien, avec d'autres armées qui ont des ressources similaires Mhm. et qui me plaisent plus et qui ne sont pas nécessairement dans le méta. C'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer sur mes armées de cœur, que j'ai commencé à jouer à AOS avec, que j'ai probablement acheté, j'ai fait du héros, là. Je l'ai acheté 2, 3 fois, l'armée, toute peint, revendue. Puis là, une troisième fois, je me lance dedans. Alors, quelles sont ces armées-là, là, tes armées de cœur sur lesquelles tu vas te concentrer? Skaven, c'est C'est sûr. ça. Skaven, Ouais. Cities avec Rondis. Mhm. Halloward, c'est mon armée de cœur avec les sorts et tout. Ouais. Et Beast of Chaos, qui a Oh! été ma deuxième faction à Ouais, ouais, ouais. l'Ouest. J'ai eu vraiment du fun avec. Puis là, C'est avec vrai, je me le rappelle buff, t'avoir vu jouer ça. Ouais, je me rappelle. ouais, Ah, c'est cool. et Joss m'avait donné une belle fessée, là, bien comme il faut pour me décourager de les avoir joués là, avec les nouveaux Stormcast de la V2 qui avaient du gros tir. Là. Mhm. Ah, ouais, ouais. C'est ça. Des Ça beaux m'avait projets. Ah, découragé boy. de ça. OK. Ah, ben, c'est super, je trouve ça tout à fait louable. Tu sais, puis c'est toujours intéressant. Puis, tu sais, ces armées de cœur, veux pas, même si des fois elles sont pas top méta, Yann, je te regarde en disant ça, mais c'est sûr que éventuellement, de la façon dont le jeu fonctionne, le fait que ce soit cyclique, éventuellement, ça va être ton tour et tu vas avoir justement, puis tu sais, on l'a vu avec quelques leaks Night Hunt, une armée qui était une armée de cœur pour beaucoup de joueurs, mais qui était mal aimée au niveau des règles et de la compétitivité. On voit vraiment que je pense que ça va être leur tour dans le soleil. Soyez à l'écoute pour un Mm. futur Battletome Review. Mais tu sais, on voit vraiment que les armées vont avoir de l'amour un peu, puis je pense que c'est avoir une armée de cœur, il faut toujours la garder. C'est ce que je Il y a, pense. ouais, il y a quelque chose de satisfaisant aussi à arriver en tournoi, puis à battre les grosses listes, les listes méta, avec des factions qui sont vues comme étant faibles. Moi, je Oui, trouve que, puis, tu sais, Lou disait, ben, il y a certaines listes top méta qui sont pas le fun à affronter ou qui sont un peu. Quand on joue une liste qui n'est pas méta, ben, c'est souvent des listes qui nous demandent comme joueurs de réfléchir beaucoup plus, de planifier davantage. Ça repose davantage absolument. sur le talent général que sur la qualité des War Scrolls. Donc, ça, moi, je trouve ça j'ai plus de plaisir à jouer ces armées-là, là, vraiment. Donc, je comprends tout à fait ton choix, Lou. Cool. Ben écoute, merci beaucoup, Lou, d'être venu partager ton expérience avec nous, tes nombreux trucs, tes nombreuses stratégies. Je pense que c'est tout joueur, en fait, là, qui va écouter cette émission-là, va pouvoir là, aller chercher quelques petits trucs là, pour la préparation, pour le jeu en général aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour la visibilité de la chaîne, c'est toujours apprécié. Et il nous reste qu'à vous dire sur ce, bon wargaming.